Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du marché estival des transferts qui s'ouvre ce week-end. On va parler de James Harden qui vient d'annoncer son souhait de quitter les Sixers, des Clippers, de Kyrie Irving, des Lakers, de Damian Lillard et que sais-je encore. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Quel plaisir de te retrouver mon Charlie. Ouais, avec un programme bien dense. Oh là 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 là, je me frotte les mains. On peut le dire ou pas aux auditeurs qu'on vient de parler pendant quasiment une demi-heure? Ouais, et qu'on n'a pas beaucoup avancé tellement c'est compliqué tout ça. En fait, je devrais enregistrer les conversations qu'on a avant notre podcast à chaque fois. Parce que, in fine, de bout en bout, on va parler, toi et moi, quasiment 3 heures de NBA pendant ce temps-là. Parce qu'on va aussi parler après le podcast, je vous le dis. Charlie, je voudrais parler vite fait d'un truc avant qu'on commence sur le cas de James Harden. On va tout de suite commencer par James Harden, mais vite fait, un petit mot sur Victor Wembanyama qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Et moi, je n'ai absolument pas compris la réaction de certains fans qui lui sont tombés dessus en disant « Oui, t'avais dit, t'avais promis, et puis finalement, tu fais pas ». J'ai beaucoup aimé les sorties de Boris Dio, de Vincent Collet, mais j'ai été assez halluciné de voir que ces gens-là étaient quelque part obligés de justifier le choix de Victor Wembanyama qui, je le rappelle, a fait une saison complète avec les Metropolitans 92, qui était en finale du championnat de France, qui quelques jours après est parti à Brooklyn pour assister à la draft. Il va être dans les préparatifs pour sa première saison NBA, où je le rappelle, c'est 82 matchs. Le choc physique va être ultra violent. Je vais pas énumérer tous les premiers pics de draft, tous les premiers de choix de draft qui n'ont pas fait leur saison de rookie, à commencer par Shelton Green l'an dernier, mais il y a aussi Ben Simmons, il y a eu Blake Griffin, des gars comme ça qui se sont tous cassés avant de commencer leur carrière NBA. C'est pas du tout ce que je souhaite à Victor Wembanyama. J'ai trouvé que son choix était lucide. On peut regretter peut-être que dans sa communication, c'était pas top. Peut-être que certains ont mal compris ses intentions. Mais je trouve ça tout à fait normal que ce garçon décide de faire un pas de recul et de travailler sur sa saison qui s'annonce. Charlie, qu'est-ce que t'as pensé de ça, toi? Alors moi je comprends tout à fait le choix de Wembanyama qui je pense d'ailleurs est aussi un peu influencé par sa franchise, ce qui est normal. Hein, Apparemment pas du tout. Hein. Ce qui s'est dit, c'est qu'apparemment les Spurs n'avaient absolument aucun problème sur le fait qu'ils participent à la Coupe du Monde. C'est Georges Eddy qui l'a dit dans une interview. Oui, j'entends bien, mais la veille de la draft, il dit je veux jouer la Coupe du Monde et enchaîner Summer League et Coupe du Monde, c'est pas du tout un problème. Et 2 jours après la draft, il dit en fait c'est compliqué. Donc je te dis pas du tout que, je pense pas du tout que les Spurs lui ont dit non. Je pense que juste en fait au moment où il a pris la parole avant la draft, et c'est normal, son programme estival n'avait pas encore été fixé. Exactement. Et que depuis que son programme estival est fixé, il se rend compte qu'en fait c'est plus compliqué. Donc moi je comprends tout à fait. Effectivement, t'as cité tous les numéros 1 de draft qui ont eu des soucis physiques. On peut ajouter le fait que Wembanyama est le prospect le plus attendu de ces dernières années, voire plus en NBA, et donc c'est évident qu'il va être ciblé. Il va être ciblé par toutes les équipes contre lesquelles les Spurs vont jouer. Donc c'est extrêmement important. Je lui en veux pas du tout du fait de ne pas aller à la Coupe du Monde. Juste, effectivement, je pense que c'est une leçon qu'il doit retenir. Il faut que sa communication soit plus maîtrisée et voilà, c'est vrai qu'il aurait dû attendre quelques jours au lieu de dire en conférence de presse la veille de la draft qu'il voulait jouer la Coupe du Monde. Après, c'est vraiment un détail, c'est vraiment pas grave, et je pense pas du tout que ça soit un obstacle ou un problème pour sa relation future à l'équipe de France. Oui, apparemment, comme disait Vincent Collet, le plan de monter une équipe avec Victor Wembanyama dedans pour les JO de Paris 2024 est tout à fait c'est tout à fait d'actualité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je sais pas. Je comprends que la déception, elle est perceptible et elle est compréhensible. Enfin, je la comprends tout à fait. Maintenant, voilà. Moi, j'ai été assez halluciné de la violence de certaines réactions le concernant. Ouais, mais je te dis, je pense que c'est aussi beaucoup à cause de ce timing où en 4 jours, en fait, il a dit, du coup, en fait, on pourrait presque l'interpréter, si tu lis pas les déclarations dans l'ensemble, si tu l'écoutes pas son interview intégrale, tu peux presque avoir l'impression qu'il a dit tout et son contraire en 4 jours, en fait. Donc, c'est de là, je pense, que vient le problème. Mais c'est pas grave, Wembanyama, c'est un très jeune joueur, il a encore énormément de choses à apprendre, et en l'occurrence, gérer sa communication, ça fait partie des domaines sur lesquels il va progresser, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair que là, il vient de prendre un taquet
grosso modo, voilà, là, c'est la petite piqûre de rappel. Mec, va falloir bosser, va falloir faire du média training Ouais, c'est ça, voilà. pour apprendre à t'exprimer. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, comment tu gères les informations que tu délivres dans la presse. Exactement. Ne pas trop s'avancer quand on n'a pas toutes les informations, par exemple. Voilà. Après, on s'étonne que les joueurs fassent preuve de langue de bois. Ah, pas tous. Bon. Pas tous, mais bon. Tiens, il y a un mec qui est bien sympa là en NBA, il s'appelle James Harden. Je sais pas si tu connais, Charlie. Tu as déjà entendu parler de ce gars-là ou pas? Oh oui, on a entendu parler, oui, ça. Apparemment, il a une barbe et tout. J'ai envie de te dire que tout était calme, presque trop calme à quelques jours de la... On a eu quelques transferts dont j'ai parlé la semaine dernière, tu vois. On a eu des trucs sympas, Chris Paul, Bradley Beal, tout ça. Et là, James Harden vient d'annoncer sa volonté d'opter pour la dernière année de son contrat afin de faciliter un transfert hors de Philadelphie. En 4 ans, c'est la 3e fois que le MVP 2018 exige un départ du club qui l'emploie. Les Clippers et les Knicks seraient les 2 équipes les plus agressives sur le dossier. Le Heat tendrait également l'oreille. Charles, es-tu surpris par la tournure des événements à Philadelphie? Non, pas du tout, parce que Enfin, pas du tout. Disons que quand on suit de près la carrière de James Harden depuis quelques années, on comprend bien que c'est pas très étonnant non plus. Alors, à la limite, ce qu'on pouvait se dire, c'est que comme il est très très proche de Daryl Morey, l'issue se ferait peut-être un peu mieux, mais en même temps, en se mettant à la place de Daryl Morey, on comprend aussi que t'as pas envie de donner un contrat long et important en termes de somme d'argent à un joueur comme James Harden, qui personne ne remet en question sa carrière ou son talent, mais on voit bien qu'il est quand même plus le joueur qu'il était il y a quelques saisons, qu'il a quelques soucis physiques. Bon, donc pas très surpris. Pas très surpris, non, mais bon, c'est difficile de pas avoir un petit sourire en coin, parce que c'est vrai que là, c'est les dernières saisons de la carrière d'Harden, ça devient parfois un peu caricatural. Je trouve toute cette histoire quand même extrêmement fascinante. Parce qu'en fait, il y a une suite d'événements qui se sont déroulés. Il y a eu un très bon article là, qui est paru sur The Athletic qui explique un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Et il s'est passé en fait toutes les choses que je pense James Harden n'avait pas forcément anticipées. Dans l'article en question, il précise que James Harden, en fait, l'an dernier, quand il fait son sacrifice financier, et Dieu sait qu'il en a parlé, il a dit « Ah, regardez, j'ai pris moins cher pour pouvoir permettre à l'équipe de signer notamment PJ Tucker et Danuel House à l'intersaison. Mm-hmm. » Et manifestement, il pensait qu'il récupérerait cette somme qu'il a accepté de ne pas prendre, enfin, en acceptant ce sacrifice financier, il pensait le récupérer sur son prochain contrat. Or, Daryl Morey, là, lui a clairement dit, lui à son camp, dit à James Harden, écoute, on n'est pas contre le fait que tu puisses aller tester le marché. Pourquoi? Parce que je pense que Daryl Morey, il est loin d'être bête, comme on le sait, et il sait très bien qu'il y a peu d'équipes, voire aucune équipe, qui vont lui proposer un contrat max avec l'argent et les années qu'il recherche, en fait. Mais c'est évident. En fait. On a également appris que les Rockets, qui ont longtemps été perçus comme une destination probable de James Harden, ont lâché l'affaire, parce qu'on se disait, ah oui, tiens, il s'entend bien avec le propriétaire du club, Tom Fertitta. Et finalement, depuis qu'ils ont recruté Ime Udoka, clairement, James Harden n'est plus dans les plans, et c'est plus du tout la destination, ils sont plus du tout acteurs dans le marché de la free agency concernant James Harden. Donc James Harden a aussi perdu ce levier-là. Et on a su également très récemment que James Harden a contemplé la possibilité de rejoindre Kevin Durant aux Suns avant que le Phoenix ne fasse le move pour récupérer Bradley Beal. Ça m'a fait hurler de rire. Je me suis dit, mais ce gars ne recule vraiment devant rien. Et Daryl Morey, comment il a justifié le fait de faire un peu la sourde oreille? C'est-à-dire que il a dit au camp de James Harden, l'an dernier, on s'est fait épingler pour des questions de tempering. Donc, le NBA a puni les Sixers. Ils leur ont enlevé 2 seconds tours de draft, un en 2023 cette année et un en 2024, donc la saison prochaine, parce que donc ils auraient négocié la venue de PJ Tucker et Daniel House
en amont de la free agency, après que James Harden ait accepté de faire un sacrifice financier pour pouvoir les faire venir et donc éventuellement jouer le titre, quoi. Et en fait, quand tu regardes tout ça, tu comprends que le piège s'est refermé sur James Harden et qu'il se retrouve aujourd'hui dans une position, dans la position dans laquelle il est, c'est-à-dire à demander un transfert pour la 3e fois en 4 ans, Non, avec pas beaucoup de solutions finalement devant lui. Non, mais je suis désolé, mais dans cette histoire, le vrai problème, c'est le manque de lucidité de James Harden. James Harden, il va avoir 34 ans dans un mois. Un mois et demi, je crois. Ouais, c'est ça. Dans un mois et demi, il va avoir 34 ans. Tout le monde a vu que c'est plus le joueur d'il y a quelques saisons. Comment est-ce que tu peux croire que, en étant dans une franchise ambitieuse, puisque les Sixers, c'est quand même la franchise de Joel Embiid, qui vient d'être MVP, qui ne vit que pour le titre. Bref, la franchise veut gagner le titre. Comment est-ce que tu peux croire, en étant donc ce James Harden-là, cette version de James Harden-là qui va avoir 34 ans, que tu vas aller gratter un contrat, pas max, mais un contrat important sur 4 ans. Ce serait, pour Philadelphie, ce serait se tirer une balle dans le pied dans des dimensions hallucinantes. Et c'est pas fini. Attends, Pardon, vas-y, pardon. Ensuite, on passe au cas de Houston. T'es une franchise comme Houston, qui va attaquer là la 2e phase de sa reconstruction en nommant un coach qui a fait ses preuves, qui est ambitieux, qui, de toute évidence, là, va viser, va être de plus en plus ambitieux sportivement. Comment est-ce que tu peux croire, en étant James Harden, qu'une franchise comme ça va, de la même manière, te donner un contrat important et long, ce qui va être un énorme problème dans la reconstruction. Là, quand tu regardes un peu les joueurs sur lesquels Houston est, Udoka, il est pas fou. Udoka, il veut des joueurs vétérans qui vont pouvoir encadrer son young core pendant quelques saisons jusqu'à ce que les mecs progressent. Tu vois, on voit par exemple que Houston est intéressé par un profil comme Brook Lopez aujourd'hui. Est-ce que tu crois vraiment que si tu files le contrat dont James Harden rêve, si tu lui donnes ce contrat-là, tu peux plus aujourd'hui faire venir des vétérans comme Brook Lopez pour encadrer tes jeunes? Tu peux plus. En fait, c'est un énorme problème dans ton processus de reconstruction. Sans compter que tu prives de ballon des mecs comme Jalen Green. Évidemment. Plusieurs joueurs que t'aimerais voir se développer, prendre des responsabilités et apprendre en faisant leur baptême du feu. Tu les prives de ça. Mais surtout que pendant toute la fin de saison, quand on avait des retours sur la volonté d'Harden, sur l'intérêt d'Harden pour Houston, on nous expliquait que Harden avait envie de retrouver le style de jeu qui avait fait de lui le joueur qu'il était. C'est absolument pas compatible avec le développement de jeunes joueurs. Ça n'est pas compatible. Et donc, je suis désolé, mais le manque de lucidité de James Harden dans cette affaire-là est hallucinant. Tu ne peux pas rester fixé sur l'idée de « j'ai fait des efforts, donc cet argent doit me revenir » en étant complètement déconnecté de toute réalité sportive et financière. C'est insensé. Mais je pense que sa relation avec Daryl Morey lui semblait potentiellement suffisante pour espérer une issue favorable et que Houston, finalement, n'était qu'un levier dans les négociations avec Philadelphie en disant « Attendez, les gars, si vous me donnez pas ce que je veux, j'ai Houston qui attend sur le palier de ma porte, quoi. » Ouais, Sauf que ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que le recrutement d'Ime Udoka, qui n'était pas évident côté Houston, au moment où, dans le cours de la saison où on savait pas du tout ce qui allait se passer du côté du coaching à Houston, tout ça a complètement changé la donne. Et effectivement, comme tu dis, Daryl Morey aujourd'hui, je pense que malgré sa relation personnelle avec James Harden, n'est pas bête. Il sait très bien, comme tu viens de très justement de le dire, que le gars va avoir 34 ans, qui vient de démontrer encore une fois en play-off qu'il n'est pas ce joueur-là. Alors, on pourra dire, ah mais attends Josh, il a été décisif. On va prendre l'élimination de Philadelphie contre Boston. Il a été décisif sur 2 matchs, le game 1 et le game 4. Ok. Sur le reste de la série, j'ai compté, il tourne à 16 sur 63 au tir, 4 sur 26 à 3 points, 17 balles perdues. Dans le game 7, donc le match éliminatoire, il plante 3 shoots, il termine avec 9 points et 5 balles perdues. On va pas refaire une énumération de toutes les fois où James Harden, par le passé, quand il était à Houston, au sommet de son talent et de son art, a fait des performances tout à fait similaires. Ouais, ce serait trop long. Non, ça serait trop long. Et puis, je vous invite à écouter les anciens podcasts, ok? Mais on a déjà fait l'exposé de ça. On trouve les chiffres sur Internet.
il y a qu'à chercher, on trouve immédiatement. Il y a un passif énorme. Et je pense que Daryl Morey, il s'est dit, bon, très concrètement, le meilleur aujourd'hui pour la franchise, ce n'est pas d'offrir un contrat de 4 à 5 ans à James Harden qui va le payer des sommes absolument astronomiques en fin de contrat, où on va être complètement plombé sur les 3-4 dernières années du contrat, quoi. D'ici 1 ou 2 ans, c'est déjà mort, quoi. Donc, surtout que Joel Embiid a 30 ans et que Joel Embiid, je pense, aujourd'hui, plus que jamais, a envie de gagner et d'aller loin en play-off. Clairement. Donc je me dis, pour les Sixers, si on reste du point de vue des Sixers, pour moi, c'est une bonne chose. Ça peut sembler bizarre de dire ça, mais c'est une bonne chose que James Harden demande ce transfert parce que ça va peut-être leur permettre de récupérer quelque chose de conséquent. Mais qu'est-ce que tu récupères aujourd'hui pour James Harden ? Exactement. Alors, c'est ça la question. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont très bien limité la casse. Je pense que pour eux, l'idéal, c'était qu'Harden, tout à coup, revienne sur Terre et accepte, je sais pas moi, un contrat de 1+1 avec, tu vois, un tarif raisonnable. Ça, je pense que ça aurait été encore mieux pour les Sixers. C'est ce qui je crois que c'est ce qui a été proposé. Ils ont proposé un truc qui n'était pas du tout sur le long terme, en fait. Exactement. Maintenant, effectivement, ils ont limité la casse, parce que ce qui aurait été terrible pour eux, c'est que tout simplement, Harden se barre. Point. Tu vois, qu'Harden ne prenne pas sa dernière année de contrat et aille signer ailleurs et leur disent, bon les gars, vous n'avez pas tenu votre parole, moi je me tire sans rien que vous gagnez en échange. Maintenant, effectivement, on va passer dans une nouvelle problématique pour Philadelphie, qui est, qu'est-ce que tu peux récupérer contre une année de James Harden, du James Harden actuel, sur le marché aujourd'hui. Et c'est pas facile, en fait. C'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple, parce que en fait, la question, c'est déjà, il faut se projeter un peu avec James Harden. James Harden, cet été, il voulait un contrat long. Est-ce que ça veut dire que l'été prochain aussi, il voudra un contrat long ? Ce serait mais probablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe qui récupère James Harden va devoir négocier la suite. D'ailleurs, je tiens à préciser que là, donc il va gagner, son option elle est à 35,6 millions qui est prévue pour l'année donc qui vient d'enclencher. Mais ça fait de lui un expiring contract. Il y avait également le choix du sign and trade qui n'a pas été retenu. Pourquoi ? Aussi parce que les nouvelles restrictions imposées par la convention collective empêchent certaines équipes, dont celles qui intéressent James Harden, c'est-à-dire des équipes qui sont déjà avec un salary cap bien tassé, de le faire venir en fait. Parce que aujourd'hui, la nouvelle convention collective va leur imposer des contraintes absolument énormes. Et dans certains cas, elle les empêche carrément de faire un sign and trade. Donc là, je pense que pendant qu'on est en train de parler, toi et moi, Charlie, c'est pas impossible que James Harden soit transféré. Ou soit transféré même avant minuit, avant le 30 juin minuit. Pourquoi ? Parce que la nouvelle convention collective entre en action le 1er juillet à minuit 1. Enfin, voilà. Dès qu'on passe au 1er juillet, officiellement, la nouvelle convention collective est active. Les équipes qui arrivent à transférer James Harden maintenant, avant cette date-là, dans leur effectif, jouent encore sur l'ancienne mouture de la convention collective. Donc, il y a moins d'embêtement, on va dire, en termes de salary cap, même si tout ça va aller très vite, très rapidement par la suite. Mais tu peux encore gérer des choses différemment que si tu attends l'ouverture officielle du marché des transferts. C'est très, très complexe et compliqué, tout ça. Mais c'est d'autant plus complexe que, enfin, tu vois, si tu conclus un trade avant minuit, là, il y a quand même une forme de précipitation. Enfin, est-ce que vraiment, aujourd'hui, James Harden, c'est le genre de joueur pour lequel... t'es prêt à précipiter un peu tes décisions, à prendre des décisions, à improviser. On verra s'il y a une équipe qui est désespérée pour le faire venir. Et de l'autre côté, Daryl Morey, lui, n'a absolument aucune urgence de le transférer, puisque James Harden est encore sous contrat pour 1 an, il est obligé de rester, et il pourrait tout à fait faire traîner les choses, comme pour Ben Simmons, si aucune proposition qui sont faites ne lui convient. Il pourra attendre la date limite des transferts en février, là où tu auras vraiment des équipes qui seront désespérées, pour dire
je vous offre je vous propose de faire un transfert pour James Harden. Ouais, mais dans ce cas-là, comment t'expliques la situation à Embiid, tu vois? Genre Embiid, il veut gagner. Embiid, il va pas accepter, tu vois? Si Harden fait la tronche et fout plus un pied sur le parquet, tu crois vraiment que Embiid, il va dire, ah bah y a pas de souci les gars, nous on va faire la moitié de Mais la tout à saison. fait. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. Mais ça va même encore, c'est même encore plus profond que ça. C'est n'importe quelle équipe qui fait venir James Harden demain. James Harden, ça fait 3 fois que le mec en 4 ans dit, ah, ça me plaît plus, je me barre. Mais oui, non mais Ça me oui. plaît plus, je me barre. Ça me plaît plus, je me barre. Ok, mec. Il y a un moment où tu te dis, mais je fais venir ce gars-là. Mais en fait, James Harden, aujourd'hui, pour moi, c'est pas un problème de talent parce que je pense que son talent séduit beaucoup d'équipes. Mais aujourd'hui, tu as clairement un problème de caractère. Tu te dis, mais est-ce que ce gars-là va pas exploser mon vestiaire parce qu'il est là en train de bouder, parce qu'il est pas content, parce que si, parce que ça, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il peut pas dribbler pendant 20 secondes et monopoliser le ballon. En fait, c'est hallucinant la situation dans En laquelle se fait, trouve Philadelphie. si tu veux, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, le talent du Harden époque Houston était suffisant pour que tu puisses accepter son caractère. Est-ce que le talent du Harden de 34 ans est suffisant pour que tu acceptes son caractère? À la limite, on peut faire un parallèle avec Kyrie Irving. Tu vois, Kyrie Irving, il séduit encore beaucoup de franchises parce que son talent est encore incroyable. Tu vois, genre, ballon en main sur un parquet, il est encore monstrueux. Est-ce que le James Harden d'aujourd'hui, son talent offensif est suffisant pour que tu acceptes de prendre une brouette de problèmes avec, quoi. Enfin, tu vois. Je vais saisir le fait que tu cites le nom de Kyrie Irving pour t'exposer les 2 transferts rigolos que j'ai marqués dans mes idées de Allez. transfert. Après, on parlera des trucs un peu plus sérieux. Mais dans mes transferts rigolos, ils peuvent tout à fait faire ça à Philadelphie. Ils peuvent faire un transfert straight, direct, James Harden, Kyrie Irving, Ouais. et proposer à Kyrie Irving un contrat. Oui, mais bon, C'est possible. Dallas, enfin, tu Non, vois. mais je veux dire, ça fait partie des trucs Ouais, ça fait partie plausibles. des possibilités. Autre truc plausible auquel on ne pense pas, et ça c'est John Hollinger de The Athletic qui en a parlé, et je savais même pas que c'était possible, mais Phoenix peut transférer Bradley Beal à Philadelphie Oh, pour faire venir James Harden. ça suffit, je ne veux pas entendre C'est parler. possible. Non mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais, bah écoute, Tu vois que ça te fait rire. oui, Tu ah ouais, vois, c'est sûr tu que vois ça qu'ils me sont rigolos mes idées de mais transfert. est-ce que tu imagines les médias NBA si ça arrive? Non, mais c'est n'importe Non, quoi. mais Enfin, c'est de toute façon, on en voit des trucs absolument ridicules parce que Kyrie Irving là qui dit je vais m'entretenir avec les Suns pour oui, un éventuel avenir en commun, l'avenir en commun. ouais, c'est ça. Euh, Excuse-moi, mais je me marre quoi. Ouais. C'est Kyrie Irving qui essaie de négocier autant que faire se peut, alors qu'il a aucun pouvoir de négociation. Enfin, il essaie de créer un pouvoir de négociation qui n'existe pas. C'est tellement drôle Non, de mais voir de se toute façon, raccrocher aux branches. Bref, on va pas parler de Kyrie Irving tout de suite. J'aimerais qu'on termine sur James Harden. ouais. James Harden aux Knicks. Les Knicks et on va parler des Knicks et des Clippers. J'aimerais évacuer immédiatement les Knicks parce que les Knicks c'est pareil. Les Knicks, t'as un package qui, ce serait donc en termes de contrat, ça serait Evan Fournier, Obi Toppin, Emmanuel Quickley et éventuellement un premier pick de draft de 2024 ou plus. Bref, et tu fais venir James Harden. Ok, why not? Qu'est-ce que les Knicks, alors qu'ils ont Jalen Brunson, pourquoi les Knicks feraient venir James Harden dans leur effectif? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Pour moi, en fait, la seule chose sur lesquelles les Knicks peuvent être intéressés, c'est pour faire partie d'un échange en triangle. Mais pas pour récupérer Harden, tu vois, pour être dans un échange, par exemple, bon, tu parleras, j'imagine, après des Clippers. Un des trucs que j'ai pu lire et qui pouvait être intéressant, c'est un échange en triangle qui aurait permis aux Knicks de récupérer un Paul George, par exemple. Je vois, ouais. Mais On va sinon, parler de ça. effectivement, un transfert, un trade direct entre Philadelphie et New York, ça, j'y crois pas une seule seconde. Je ne vois pas l'intérêt pour New York. Et surtout, je suis désolé, mais je crois pas du tout que James Harden colle au jeu de Thibodeau. Mais c'est sûr, certain. Je pense que clairement à Houston, par exemple, Ime Udoka a dû dire immédiatement Non. me faites pas venir ce mec-là Non, mais tu dans m'étonnes. l'équipe. Tu m'étonnes.
Je suis même pas sûr qu'on soit obligé d'arriver là. Et Thibodeau, je pense que c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, franchement, quand je regarde toute cette histoire de James Harden, l'équipe qui a l'air de montrer clairement le plus d'intérêt, le Heat, ont été cités, je l'ai dit en intro, je dis qu'ils tendaient l'oreille, mais grosso modo, le Heat, c'est Damian Lillard qui veulent et personne d'autre. Et là encore, quand on connaît la mentalité de la franchise tout entière de Miami, ça ne colle pas. Voilà, qu'est-ce que tu fais venir James Harden à Miami? C'est impossible. Là où t'as des boîtes de... Non, mais... des boîtes de striptease dans tous les sens, et où tu as une politique de conditions physiques et de masse graisseuse. Non, mais Pat Riley va le tuer si ça arrive. Ça passera jamais, le mec, tous les matins, il sent la tequila, quoi. Ouais. Non, je rigole, mais j'exagère. Excusez-moi, je suis du... Non, mais c'est vrai. Je rigole, mais non, mais j'ai du mal à le voir correspondre entre Harden et Pat Riley. Enfin, c'est absolument pas possible. Enfin, là, faut créer un sitcom, quoi. Un feuilleton, tu vois, c'est les feux de l'amour. Je sais pas. Non, pour moi, vraiment, Miami, c'est une des franchises les plus improbables. Je vois pas. Bref. Prenons l'exemple des Clippers. Donc, les Clippers sont clairement présentés comme un des plus sérieux candidats pour faire venir James Harden. Il y a là, il y a quelques minutes de ça, j'ai lu un article. Paul George et Kawhi Leonard ne voient pas de problème pour faire venir James Harden. Tu m'étonnes. Sauf que, donc voilà, on entend des différents transferts. Voilà, regardez ce 5 majeur avec Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Zubac dans le 5. Qui c'est qui est capable de lutter contre ce 5 majeur? Et donc les Clippers, ça voudrait dire qu'ils renvoient à Philadelphie Norman Powell, Marcus Morris, Bones Island, leur premier pick, la Kobe Brown, des picks de draft éventuellement. Il y a aussi des versions avec, il y a des 10 000 versions qui existent, notamment avec Nicolas Batum. Bref. Ok, why not? Une question, Charlie. Pourquoi Daryl Morey accepterait de récupérer des joueurs de seconde classe et de faire partir James Harden là-bas sans récupérer un gars comme Paul George? Mais est-ce que vraiment Daryl Morey il croit aujourd'hui que contre James Harden il peut récupérer un Paul George? C'est la question que je pose. Alors, je pense que si tu es le Daryl Morey, à moins que tu décides demain de dire à ton propriétaire et à ton franchise player qui est Joel Embiid, ok les gars, on fout tout par terre, on repart de zéro. Joel Embiid, dis-nous tu veux partir, on te fait partir là-bas, on appuie sur reset et on recommence absolument tout. Si c'est pas ça qu'il dit, je ne vois même pas dans quel monde Daryl Morey accepte de ne pas récupérer une superstar pour James Harden. Alors après, on peut discuter 15 ans de quel genre de superstar il va être vraiment capable de récupérer. Ok, pourquoi pas. Mais si les Clippers veulent faire un deal avec les Sixers et que je suis Daryl Morey et que je suis directement impliqué dans les négociations, jamais de la vie, à moins que j'ai un espèce de plan B derrière, jamais de la vie, je ne récupère pas Paul George ou Kawhi Leonard dans l'histoire. Excuse-moi. Mais c'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Enfin, alors attends, c'est pas possible. Tu dis ça. Je vais te laisser expliquer, mais il y a un scénario très rationnel qui est capable d'expliquer le pourquoi du comment ça peut se passer. Vas-y. Non, mais quand je dis c'est pas possible, je veux pas dire que c'est pas possible d'un point de vue pratique, tu vois, d'un point de vue technique, ça, il y a aucun problème, ils trouveront des solutions, ça c'est tout à fait possible. Ce que je ne crois pas une seule seconde, c'est qu'aujourd'hui, enfin, un James Harden en contrat expirant de 34 ans, tu peux pas espérer récupérer un Kawhi Leonard en échange. Alors, un Paul George, à la limite, si vraiment l'équipe... Paul George, ce serait plus... Kawhi Leonard, c'était pour... Oui, je sais bien. C'était de la provoque, tu sais bien. Je sais bien, mais même... La cible la plus crédible, c'est Paul George. Mais, oui, mais pour moi, même Paul George, c'est peu probable, à moins que les Clippers en aient marre du duo Paul George-Kawhi Leonard, qui veuillent tourner la page. Maintenant, en fait, c'est un peu difficile, parce que les Clippers, ils ont soufflé le chaud et le froid. On a eu des déclarations sur le fait qu'ils voulaient continuer à construire autour de ce duo. Ensuite, ces derniers temps, on a eu des échos sur le fait qu'aux yeux de certaines franchises, en réalité, les Clippers sont un peu en train de tâter le terrain pour savoir si Paul George peut intéresser des équipes.
En fait, le vrai problème, et en fait, c'est horrible parce que j'ai l'impression de dire que Harden est plus du tout un très bon joueur ou quoi. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Harden, c'est un des joueurs dans toute la ligue les plus instables. Il est quasiment aussi, voire plus instable qu'un Kyrie Irving en termes de changement de franchise ces dernières saisons. C'est un Ils joueur. sont kiff-kiff un peu. Hein, ils se tirent la bourre. Voilà, Hein. mais tu vois, Franchement, il y a une oui, échappée, quoi. oui, sauf que la différence, c'est que Kyrie, il a 31 ans et qu'il est capable d'enchaîner les matchs et il est encore capable de driver une équipe. Aujourd'hui, Harden, on l'a redit plein de fois, il va avoir 34 ans. Physiquement, c'est pas irréprochable. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu peux récupérer un mec comme Paul George en échange? J'ai vraiment du mal à y croire. Alors après, peut-être que je me plante complètement et que ça va se passer. Et encore une fois, si les Clippers de toute façon sont décidés à séparer le duo Kawhi et Paul George, effectivement, c'est une piste qui est intéressante. Alors, ce que je te propose, ouais, vas-y. Non, mais juste si c'est pas le cas, ça me semble compliqué, quoi. Ça me semble vraiment compliqué. Alors, ce que je te propose dans ces cas-là, c'est qu'on retourne on retourne la question. Cette fois-ci, on va se pencher du côté des Clippers. Maintenant, on a parlé des Sixers. Voilà, on reste sur ce deal éventuel, mais maintenant, on va voir ça du point de vue des Clippers, si tu veux bien. Donc, les Clippers, le 5 juillet 2019, on va refaire un petit historique. On était tous là, admiratifs. Les mecs font venir Kawhi Leonard alors que le gars est au sommet de la NBA, il vient de gagner le titre avec Toronto. Incroyable, formidable, tout le monde, c'était le prix, l'agent libre que tout le monde voulait. Il signe aux Clippers. Ils font venir Paul George dans un échange incroyable avec le Thunder, avec des pics de draft en veux-tu, en voilà. Shai Gilgeous-Alexander qui part là-bas. Et là, on se dit, waouh, qui va arrêter les Clippers? Cette équipe géniale. Comment il s'appelle le propriétaire déjà? Steve Ballmer. Ouais. On va dépenser sans compter. Vous inquiétez pas, l'argent c'est pas un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Cette équipe l'an dernier, c'était 182 millions de dollars de salaire cumulé. 25 millions de plus que les Warriors, qui étaient deuxième. La différence entre les Clippers et les Warriors, c'est la même différence qu'il y a entre les Warriors qui sont deuxième et la 11e équipe de la ligue qui sont les Wolves. Donc autant dire que les Clippers, ils ont sorti le chéquier, mais manière casino, quoi. C'est quoi le bilan de 4 ans de Kawhi Leonard et de Paul George aux Clippers aujourd'hui? C'est une finale de conférence en 2021, sachant que quand ils y sont, ils affrontent les Suns et que Kawhi Leonard s'est blessé au tour précédent face au Jazz et donc ne joue pas à cette finale de conférence. Donc il y a quasiment aucune chance pour les Clippers d'espérer gagner quoi que ce soit à ce moment-là, déjà. Donc, aujourd'hui, les Clippers se retrouvent face à un choix, clairement. Est-ce qu'on met fin à l'ère Kawhi Leonard et Paul George ou pas? Ces deux gars-là sont éligibles pour une prolongation de contrat, notamment Paul George, là, je crois que c'est assez pressant. Et ils vont devoir faire un choix. Est-ce que ces joueurs-là, qui, quand ils jouent tous les deux, on gagne quasiment 70% de nos matchs, sauf que ils ont joué combien? Ils ont joué 40% des matchs disponibles en 4 ans dans cette équipe. 40%, Charlie. Oui, non, mais c'est rien. Non, mais je sais. C'est absolument hallucinant. Ça doit être tellement frustrant d'être supporter d'équipe. Même LeBron et Anthony Davis ont joué plus de matchs pour les Lakers ensemble que ces deux gars-là pour les Clippers. Oh bah oui. Et ils ont joué 53%, je crois. LeBron James et Anthony Davis pour les Lakers. Et ils ont gagné un titre. Des matchs dispo et ils ont gagné un titre. Donc, il y a un moment où t'es les Clippers. Alors, voilà, en fait, c'est ça la question des Clippers. La question pour les Clippers, elle est là. Est-ce que demain, quand Kawhi Leonard et Paul George viennent à la table des négociations, est-ce que tu continues de dire, on va leur faire un chèque pour 4 ans, pour le max, et on continue de croire que ça va nous mener quelque part? Et je pense qu'aujourd'hui, cette question, elle doit se poser pour les Clippers. Ce n'est pas, je pense, révolutionnaire que de dire ça. Et je pense que se dire, on se débarrasse de Paul George maintenant, on fait venir James Harden et Tobias Harris, parce que t'as un deal que j'ai noté qui marche. Robert Covington, Paul George, Marcus Morris s'en vont à Philadelphie et tu fais venir Tobias Harris et James Harden aux Clippers. Et peut-être que pour Kawhi Leonard, ça fait sens. Et peut-être que là, tu te dis, voilà, on a une assurance avec Tobias Harris d'avoir quelqu'un qui est capable. On peut continuer à faire le load management pour Kawhi Leonard.
et advienne que pourra. Et on voit Ouais, cette mais saison et potentiellement on re-signe les gens s'il le faut, ou on éclate tout. Eux aussi, je pense, les Clippers sont face à un choix d'avenir, clairement. Et je dis ça pour les Clippers et pour les Sixers, mais je pense qu'avec ces nouvelles conventions collectives, et j'arrête pas de le répéter dans ce podcast, énormément d'équipes qui sont à fond qui dépassent à fond le salary cap vont aujourd'hui devoir décider s'ils changent ou non de fusil d'épaule. Et t'as les Suns qui viennent de dire on n'en a rien à péter, on dépensera tout ce qu'il faut, on paiera toutes les taxes qu'il faut et on veut gagner un titre maintenant tout de suite. Et je pense que les Clippers, eux, ils sont dans un autre style de décision, mais il y a des décisions à prendre. Et tu peux pas récupérer, tu peux pas laisser partir Paul George et Kawhi pour rien. T'es obligé de récupérer quelque chose derrière. oui, mais la question, c'est justement, tu as envisagé le fait que les Clippers préparent, par exemple, le fait que tout pète d'ici 1 an ou 2. Mm-hmm. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, est-ce que vraiment, si t'anticipes ça, tu vas trader Paul George pour des mecs qui, en des fait... mecs qui jouent. Attends, d'accord. Des mecs qui jouent, mais des mecs qui ont un contrat qui est important et qui sera terminé également sur le même timing aussi, puisque, en fait, tu as parlé notamment, donc, tu as parlé d'Harden et Tobias Harris, donc les deux en 2024, c'est terminé. Et tu n'as pas de choix de draft. Non. Les Los Angeles Clippers sont une franchise qui n'a pas de choix de draft avant, il me semble, 2027. Donc vraiment, si tu veux te débarrasser, et là, à la limite, tu vois, l'idée du trade en triangle avec les Knicks, par exemple, peut être intéressant avec les Knicks ou avec une autre équipe. C'est que vraiment, si tu es prêt à te séparer de Paul George, est-ce que ce que tu veux, c'est récupérer James Harden et Tobias Harris, ou alors est-ce que ce que tu veux, c'est récupérer des choix de draft potentiellement intéressants pour la suite, quoi? Complètement, Charlie. Et tout à fait, mais je pense qu'au final, dans cette conversation qu'on a toi et moi par rapport aux Clippers, par rapport aux Sixers, et on va parler tout à l'heure des Warriors, qui est exactement dans la même situation à mes yeux. Ce sont des clubs qui aujourd'hui n'ont pas vraiment, ne peuvent pas se débarrasser de certains joueurs sans accepter de reprendre d'autres joueurs en contrepartie, où c'est pas idéal en termes de salaire, en termes de fit, en termes voilà. Il y a des décisions qui sont compliquées pour tous ces clubs-là et qui sont obligés de prendre d'une façon ou d'une autre. Soit ils prennent ces décisions compliquées et ils se plombent potentiellement pour les 4-5 années à venir. Soit ils décident de tout remettre à plat et de repartir à neuf avec la nouvelle convention collective et de se dire, voilà, on doit rebâtir autour de ces nouvelles exigences, autour de cette nouvelle structure salariale et on va vendre de l'espoir à nos fans désormais. Oui, mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de franchises qui sont dos au mur parce qu'elles n'ont pas anticipé ce nouvel accord. Et du coup, en fait, moi là où j'ai très hâte de voir, c'est qu'en fait, il y a des franchises qui vont peut-être très bien, réussir des très jolis coups en profitant justement du fait que certaines équipes sont complètement dos au mur, en fait. Mais cette intersaison va être potentiellement complètement folle. Mais oui, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit ces dernières années, mais cette saison particulièrement, parce que vraiment, ce nouvel accord est un énorme problème pour beaucoup d'équipes. Et tu sais quoi, Charlie? J'aimerais déjà qu'on soit la semaine prochaine, parce que toi et moi, on va se faire notre podcast le 7 juillet. J'aimerais, juste à la veille de mes vacances, j'aimerais tellement qu'on soit le 7 juillet pour voir ce jour-là quel genre de transferts auront eu lieu et à quel genre de dinguerie on aura à faire, quoi. Ouais, je suis d'accord parce qu'effectivement, je pense que ça peut être n'importe quoi les premiers jours. Et ça se trouve, il va rien se passer, ou rien de fou, je sais pas, j'en sais rien. Tout me semble tellement possible. Pour moi, on est dans une espèce de multiverse, là, je te dis, cette convention collective change tellement de choses. Mais là, le fait que les Clippers soient à ce point cités dans le cas de James Harden, encore une fois, je pense que il y a je sais pas. Si les Sixers ne décident pas de faire un rebuild total, de reconstruire totalement leur effectif et d'envoyer Joel Embiid aux Knicks, hein, sachez bien que les Knicks sont clairement sur le cas de Joel Embiid. Vous pouvez en être sûr et certain. Que s'il y a ne serait-ce qu'une once de chance de pouvoir récupérer Embiid,
les Knicks seront en première ligne, clairement. Mais voilà. Tu voulais parler des Warriors, Charlie. Oui. J'aimerais bien qu'on en parle maintenant parce qu'on est totalement dans cette ambiance-là. Alors en fait, les Warriors, on va en parler, mais si ça se trouve, tout va être réglé très très rapidement, parce que les Warriors, ce qui est vraiment important pour eux, c'est le cas de Draymond Green, qui a décliné sa player option à 27 millions, et qui pourrait re-signer en réalité très rapidement. Tout à fait. Et tout le monde pense qu'il va re-signer d'ailleurs. Évidemment, d'autant plus qu'il y a quand même un signe qui a été envoyé, qui est très fort, c'est le trade de Poole, envoyé à Washington en échange de Chris Paul, et moi, franchement, ce trade me gêne pas mal. J'avoue, si d'un point de vue sportif, je peux le comprendre, parce qu'évidemment, Draymond Green est capital et incontournable dans tous les succès de la franchise, je suis un peu gêné. Que ça plaise ou non, Draymond Green, dans l'histoire de l'altercation avec Jordan Poole, c'est quand même l'agresseur, c'est quand même lui qui allait lui en coller une, et franchement, l'impression que ça donne depuis le début de cette affaire, c'est quand même que la franchise a essayé de le protéger. On rappelle qu'au début, ils espéraient que l'affaire ne sorte pas dans la presse. Ensuite, il a quasiment pas été sanctionné, sinon par une amende. Enfin voilà, j'ai vraiment été un peu étonné de la manière avec laquelle la franchise a géré tout ça, d'autant plus qu'il faut quand même se rappeler que les Warriors, depuis des années et des années, c'est un peu une franchise qui se veut à la pointe sur des sujets qui sont des sujets de violence. Steve Kerr, notamment, n'a jamais hésité à prendre la parole pour condamner les comportements violents, pour être parfois une critique assez acerbe de la société sur ces aspects-là. Et c'est vrai que je trouve vraiment que toute la gestion de cette affaire est totalement à contre-courant des valeurs que prône la franchise depuis des années, et je trouve que c'est assez décevant. Et en plus, je trouve ça d'autant plus décevant, si tu veux, qu'il y avait une forme d'unanimité en fait dans le groupe en faveur de Draymond Green. Ces dernières semaines, on a eu plein d'échos sur le fait que l'affaire avait créé une fissure dans le groupe entre Poole et les autres. Enfin, voilà. Bref, je suis un peu déçu, et quelque part, je peux pas m'empêcher de me demander si Bob Myers, qui est le général manager à l'origine de la dynastie des Warriors et qui a quitté la franchise à la fin du mois de mai en évoquant notamment l'usure, je me demande s'il aurait pas géré les choses différemment et si cette affaire se serait pas déroulé autrement, parce qu'il faut quand même rappeler que en fait là c'est les premiers pas de Mike Dunleavy en tant que general manager, et c'est vrai que bon, c'est un choix important qu'il a fait. Il y a quelques semaines, il annonçait que Poole allait rester de nombreuses saisons à Golden State, enfin même pas quelques semaines, il y a quelques jours. Il a fait cette déclaration quelques heures à peine avant le trade, il me semble, et enfin vraiment, je trouve que en termes d'image, c'est pas terrible du tout. Maintenant, dis-moi. Non, vas-y. Non, mais moi j'allais passer à la suite en fait, j'allais passer à l'arrivée de Chris Paul. Donc si t'as Vas-y, continue. Bah en fait moi l'arrivée de Chris Paul, pour le coup, d'un point de vue sportif, là je me projette sur complètement autre chose en mettant de côté tout ce que je viens d'évoquer. Bah j'avoue que je me demande un peu ce que ça va donner. J'ai vu que beaucoup de gens ne comprenaient pas le move. Certains se demandaient même si les Warriors n'avaient pas complètement craqué, et c'est clair que si tu m'avais dit il y a quelques semaines Golden State cherche à trader Poole, j'aurais pas imaginé que leur contrepartie privilégiée était Chris Paul, et d'ailleurs on sait que dans un premier temps ils ont tenté de récupérer O.J. Anunoby des Raptors, qu'ils aiment beaucoup, mais sans aucun succès, et donc c'est finalement Chris Paul qui déboule. Alors Steve Kerr nous a expliqué qu'il allait changer le visage de l'équipe, apporter plus de variété, notamment du pick and roll, qu'il allait permettre à Curry de jouer beaucoup plus sans ballon. Moi, j'avoue que j'attends de voir, parce que Chris Paul, c'est quand même 38 ans. On a vu cette année en playoff, même s'il a apporté des choses avec Phoenix, que c'est quand même plus le joueur d'il y a quelques années. Et donc, la théorie de Curry sans ballon, j'attends de voir, parce que par exemple, en playoff, je me demande si Curry et Chris Paul peuvent vraiment jouer ensemble, être ensemble sur le parquet pendant beaucoup de minutes, parce que c'est quand même pas très grand. Enfin, c'est pas facile à organiser, je trouve. Donc, je suis un peu étonné par ce choix qu'ont fait les Warriors, et je me dis qu'ils auraient peut-être pu temporiser un peu plus, quoi. Effectivement, les Warriors, je pense qu'on est tout à fait dans un autre cas encore d'une équipe qui s'est, on va pas se mentir, toutes ces équipes-là se sont gavées. Les Warriors se sont gavés, financièrement parlant, en termes de salary cap, on dépasse allègrement les restrictions, tout ça. Enfin, je veux dire, si cette nouvelle convention collective existe, c'est pour mettre des bâtons dans les roues de ces équipes-là, des Clippers, des Warriors, de toutes ces équipes qui se gavent et qui font fi de toutes les restrictions qui peut y avoir là-dessus.
Aujourd'hui, les Warriors, je pense que c'est impossible de... Enfin, on parlait des choix compliqués et des choix difficiles. Draymond Green, t'es obligé de le faire revenir. Pourquoi? Parce que je pense que tu ne peux pas justifier auprès de Stephen Curry que tu vas te séparer de Draymond Green et privilégier Jordan Poole. Par rapport à la bagarre dont tu parlais, par rapport à l'image, par rapport aux valeurs, par rapport à tout ça. Je pense que c'est impossible que tu vendes à Stephen Curry l'idée que c'est mieux de garder Jordan Poole que Draymond Green. Étant donné que Draymond Green a une place absolument stratégique dans ce qui s'est passé pour ce club ces dernières années. C'est évident. Voilà. Tu peux pas nier ça. Oui, c'est impossible à vendre. Et j'irais même plus loin en me disant que il y a eu le podcast de Draymond Green où il a invité Steve Kerr à parler de son podcast. Ils ont parlé de la saison et c'est là qu'ils ont parlé notamment de l'incident, du fait que dans le vestiaire ça s'est pas bien passé. Après l'incident avec Jordan Poole, ils ont parlé de Denver. Et au moment de parler du titre de Denver, Steve Kerr a fait une allusion sans le nommer à Jordan Poole en disant oui, c'est ça qu'il faut trouver dans un vestiaire, c'est des joueurs qui acceptent leur rôle et qui sont pas là à chouiner pour des minutes de jeu parce que leur rôle n'est pas celui qu'ils espéraient être et ainsi de suite. Je suis d'accord, l'issue était inévitable, mais c'est l'affaire dans sa globalité qui a été super mal gérée, et ne serait-ce que, comme tu l'as dit, que Steve Kerr vienne dans le podcast de Draymond Green pour parler de tout ça, le symbole, il est extrêmement fort, quoi. Mais complètement. Et tu vois bien que les Warriors vont mourir de leur... Enfin, ils vont mourir de leur belle mort, tu vois. Ils vont mourir de Draymond Green. Ils vont mourir les armes à la main avec les généraux, quoi. Ouais. Et il y a un autre gars dont on ne parle pas et qui est pareil, qui est une épine profondément plantée dans le pied des Warriors, c'est Klay Thompson. Klay Thompson, il est éligible pour une extension de 220 millions de dollars sur 4 ans, oui. Ce qui le paierait pour l'année 2027-2028 à 61 millions la saison quand il a 37 ans, sachant que la saison dernière, il a affiché des statistiques qui sont quand même de manière assez inquiétante en baisse. Et qu'il est extrêmement proche de Dunleavy, le nouveau général manager. Et pareil, comment tu vas expliquer à Stephen Curry et potentiellement Draymond Green si tu le re-signes que non, Klay Thompson, il fait plus partie des plans, quoi. Et après, l'autre question qui vient immédiatement derrière, c'est quoi? C'est ouais, mais comment tu fais financièrement avec toutes les restrictions de la nouvelle convention collective? Comment tu fais pour justifier tout ça? Et c'est les cartes avec lesquelles vont devoir jouer ces clubs-là, typiquement. Et il y a un moment, soit ils vont passer à la caisse et ils vont se retrouver avec des espèces d'effectifs difformes où ça fera plus aucun sens, où clairement il y a le 90% des salaires partent dans les mains de 2-3 joueurs, et le reste, c'est des espèces de contrats bizarres avec des joueurs bizarres qui arrivent pour combler les trous, quoi. Non, ou alors soit un jour, mais ça je sais que c'est un vœu pieux et que c'est pas prêt d'arriver, soit un jour les joueurs se réveillent. Enfin, je suis désolé, mais un mec comme Klay... Ça veut dire quoi, les joueurs se réveillent? Mais que Klay Thompson aujourd'hui, il se rend compte que si tu vois, il peut pas continuer comme ça. Mais un mec comme Klay Thompson pense forcément que les Warriors lui doivent quelque chose, que il a participé à remettre cette équipe sur le devant de la scène pendant quasiment 10 ans. Mais attends, il n'était pas bénévole. La moindre des choses, c'est de lui gérer ses vieux jours, quoi. Mais c'est pas, je suis désolé, mais déjà, ces vieux jours, ils sont quand même gérés depuis belle lurette. Mais oui, mais d'accord, mais bien sûr. On parle quand même d'un mec qui touche, rien que la saison dernière et la saison prochaine, c'est un mec qui touche plus de 80 millions de dollars. Klay Thompson, pendant toutes les belles années qu'il a eues à Golden State, il était payé, et très bien payé. Enfin, en plus, ces mecs-là, je suis désolé, mais ils ont l'exemple de Steph Curry, qui pendant des années a été le meilleur joueur de la ligue en ayant, je sais pas, le 100e salaire de la ligue ou un truc comme ça. Il y a des raisons pour ça, c'est parce qu'il était blessé tout le temps avec ses chevilles et tout ça. Et non, mais évidemment. Mais donc, aujourd'hui, tu comprends qu'un joueur comme Steph Curry, il ait un contrat qui monte jusqu'à quasiment 60 millions sur sa dernière année. Ok, mais Klay Thompson, s'il a un minimum, Klay Thompson et Draymond Green, si ces mecs-là, ils ont un minimum d'attachement à leur franchise, tu peux pas, à 33 ans passés, aller gratter un contrat à plus de 40 millions ou à plus de 35 millions l'année. Mais totalement déconnecté de la réalité.
le côté vicieux de cette nouvelle convention collective tient dans le fait que même si demain ces joueurs-là acceptent de faire un sacrifice financier, ça n'aidera pas plus le club en termes de moyens. Alors non, parce que les Warriors, c'est quand même très caricatural, effectivement. Là, on vient de parler de franchises comme les Clippers et les Warriors. Ils sont tellement dans la merde, enfin, ils sont tellement loin Ils sont tellement dans le rouge. Voilà, ils sont tellement dans le rouge que c'est même plus du rouge, là, la palette de couleurs évolue. Mais effectivement, enfin, je veux dire, pour ceux qui comprennent pas exactement de quoi on parle, parce qu'on n'a pas donné les chiffres, le salary cap des Warriors, la saison prochaine, Steph Curry touche 51 millions, Klay Thompson 43, Andrew Wiggins 24, Draymond Green, bah, on sait pas encore, mais ça va pas être... Apparemment, Draymond Green, il va pas accepter moins que l'offre qui a été faite à Jordan Poole. C'est-à-dire que je crois que c'était 4 ans à 123 millions. Ah bah oui, puisque Jordan Poole, c'était 28, 30, 33, 30. Lol. Là, c'était Non, mais là, quand tu vois ça, tu te marres. Tu te dis, mais le gars, il a pas du tout envie de faire un quelconque sacrifice de rien du tout, enfin, clairement. Non, c'est ça. Et en fait, ouais, tu te dis, en fait, enfin, vraiment, c'est insensé pour la franchise, en fait. Enfin, En fait, si t'es fan des Warriors, bah, tu te dis un peu, en fonction du contrat que Clay et Draymond Green vont signer, bah, toute ambition sportive est morte. Ouais. C'est terrible de te dire ça, tu vois. Mais bon. En tout cas, il va falloir faire avec ce que t'as, quoi. C'est-à-dire que les années où tu te gavais sont terminées. Ouais. Ouais, bah oui. Et tu vas avoir des choix à faire avec tes jeunes joueurs. Mais Voilà, quel jeune joueur? Parce qu'aujourd'hui, quel jeune joueur? Parce que Kuminga, moi je suis désolé, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire que Kuminga il finisse pas par sauter également, parce que on nous a surtout quand qu'il même... faisait partie des joueurs qui râlaient Ah oui, c'est sur son ça. rôle, quoi. Dans la déclaration de Steve Kerr que tu as cité dans le podcast de Draymond Green, en filigrane, il n'y a pas que Poole qui est cité. Non, bien sûr, tout à fait, complètement. Et donc, bon, aujourd'hui, on a compris, enfin, ils ont visiblement compris que leur histoire de double timeline, là, on gagne le titre tout en développement des jeunes, bah, c'était insensé. Enfin, c'est trop. Ah oui. Donc, moi, Kuminga, aujourd'hui, je doute du fait qu'il soit encore dans l'effectif dans quelques semaines. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment très, très compliqué pour toutes ces franchises-là. Elles sont vraiment dos au mur et les choix qu'ils vont faire au nom de la fidélité à des joueurs qui ont été importants ces dernières années, peuvent être un énorme problème. Tu vois, le cas de Daryl Morey et James Harden, c'est typiquement ça. C'est aussi une relation de confiance qui se brise sur l'autel de la nouvelle convention collective, clairement. Ouais, enfin, la relation de confiance entre Daryl Morey et James Harden. Harden, il a passé l'année à faire fuiter par tous les insiders qu'il avait trop envie de retourner à Houston parce que le club de striptease lui manquait. Excuse-moi, elle est où la confiance, quoi? C'était pour négocier, c'était pour mettre le couteau sous la gorge. Ah bah oui, c'est vrai. Alors toi, quand t'es mon ami et que j'ai confiance en toi, tu me mets un couteau sous la gorge. Bah, j'ai hâte qu'on ait boire. Ah, les affaires, c'est les affaires. Ah, je te promets. Non, mais moi, je me régale absolument de tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va voir tous les clubs pour qui c'était la banque était ouverte en permanence, vont clairement devoir faire des choix, quoi. Ouais, c'est ça. Et autant, effectivement, je pense qu'il y a certaines franchises qui vont jouer la carte de la fidélité et, comme tu l'as dit, de rendre à des joueurs qui leur ont beaucoup donné en leur donnant. Autant, je pense qu'il y a des franchises qui vont être beaucoup plus pragmatiques, comme ce que Philadelphie fait, et dire, écoute, mon coco, non, t'as 34 ans, je te file pas 4 ans de contrat. Alors, on fait un truc dégressif où tout n'est pas garanti, quoi. En fait, c'est à quelle rapidité tu veux construire. Est-ce que tu continues, voilà, à dire à tes anciens, ok, on prend soin de vous, tout ça, on respecte, blablabla. Tu leur fais un contrat et tu vas galérer pendant, tu sais que ça va être un enfer pendant plusieurs années ensuite, voire très rapidement. Ça va être très moche très vite. C'est clair. Soit tu décides de repartir à neuf beaucoup plus vite, mais dans ces cas-là, dans le cas des Warriors, comment tu vends le projet à Stephen Curry, qui clairement n'est pas le genre dont tu as envie de te débarrasser tout de suite. Ah non. Voilà, c'est-à-dire que il y a plein de pièces mouvantes, de décisions et ça, on va se régaler avec tout ça. Ça va être génial. On va voir. Là, il y a les front office.
il va y avoir les gens qui sont incompétents, ça va se voir tout de suite, quoi. Tout à fait. Et on a toujours dit que quand tu as un front office compétent, t'as pas trop de soucis à te faire. Là, plus que jamais, cette phrase va être très réelle, quoi. Ah oui, mais complètement. Et après, t'as la boursouflure que sont les Suns de Phoenix, où t'as un nouveau proprio conseillé par Isaiah Thomas, où le gars, il dit clairement à tout le monde, votre salary cap, votre nouvelle convention collective, j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, je suis milliardaire, je paierai, quoi. Oui, sauf que ça marchait avant, de juste dire je paierai. Sauf qu'aujourd'hui, même quand tu payes toutes les taxes, en fait, tu as des limitations sur le Mais marché complètement. qui font que tu ne peux plus juste te contenter, effectivement, de dire mais les gars, il n'y a pas de souci, moi je peux payer toutes les amendes. Ok, tu peux payer toutes les amendes, mais du C'est coup, combien? surtout, il y a certains contrats que tu ne peux plus proposer. Mais c'est ça que je trouve génial aussi, Charlie. C'est-à-dire que là, on a un mec qui tout de suite, immédiatement, vient au contact de la nouvelle convention collective, dit j'en ai rien à faire, et on va voir immédiatement en combien de temps il va être freiné, en fait. Ouais, c'est On ça. a quelqu'un qui arrive tout chousse, droit dans le mur, et on va voir à qui du mur et qui du skieur, Oui, non, mais exactement. Non, qui mais c'est du ça. propriétaire skieur va flancher, quoi. Ouais, non, mais exactement. En fait, là, C'est ils ont voulu génial. mettre des nouvelles barrières dans cet accord, et il y a quelqu'un là qui, dès le premier été, va aller taper les barrières pour voir un peu est-ce que c'est efficace, quoi. Ça va être un bain de sang potentiellement. Ça va être On drôle. va parler rapidement des sujets dont on n'a pas parlé. Je savais bien qu'on n'aurait pas le temps d'en parler. Damien Lillard, rapidement. Certaines personnes sont apparemment fatiguées de suivre les négociations sans fin entre Lillard et les Blazers. J'ai envie de vous dire quand même de mémoire de fan que c'est moins pire que Carmelo Anthony et Dwight Howard à leur époque. Je comprends que ça peut sembler long, que les posts Instagram Live, tout ça, ça peut être fatigant. Je crois malgré tout, de mon point de vue, que les négociations sont sincères entre le club, enfin entre le front office et Lillard, même si voilà, il y a il y a un peu un jeu de dupes, bien évidemment, je nie pas l'évidence, mais mais je pense que c'est très compliqué sportivement et humainement des deux côtés de prendre une décision concrète sur ce qui va se passer à l'avenir. Je me demande vraiment comment tout ça va se jouer. Et j'aimerais quand même pointer du doigt une chose qui me semble importante. J'aimerais pointer du doigt le fait que Jody Allen, qui est la sœur de Paul Allen, l'ancien propriétaire décédé en 2008 d'un cancer, n'entretient pas du tout des bonnes relations avec Lillard. N'en a strictement, enfin, je dirais pas rien à faire. Ça serait trop exagéré de dire ça. Mais je pense que son objectif n'est pas de faire des Blazers un contender, clairement. Et l'an dernier, on avait eu des échos comme quoi elle refusait de parler à Damian Lillard, qui lui cherchait à la contacter pour parler de son avenir dans la franchise. Donc voilà, donc il y a un moment, on parle souvent de l'alignement des planètes entre le franchise player, le front office et le propriétaire. Voilà, il y a aussi ça du côté des Blazers. Et j'aimerais qu'on n'oublie pas de citer ce côté-là dans les négociations qui est très, très important. Oui, je suis d'accord. Moi, en fait, il y a une question que je me pose. J'avoue que j'ai suivi d'assez loin parce que bon, c'est pareil. Moi, c'est vrai que c'est pas le genre d'histoire qui me passionne. Et puis c'est vrai que moi, la vidéo Instagram sur fond de Miami, j'ai trouvé ça un peu dommage quand on connaît la relation entre Lillard et sa franchise. Maintenant, sur le cas Miami, puisque tout le monde sait que Lillard veut Miami et que Miami est très intéressé, est-ce que en fait Miami n'attend pas tout simplement que Tyler Herro rentre dans son nouveau contrat? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux proposer Tyler Herro dans un trade pour Damien Lillard, bah, il faut que tu attendes que Herro soit rentré dans son extension. Parce qu'aujourd'hui, Herro, dans un salary cap, il pèse 5 millions. Par contre, dans quelques semaines, il en pèse 27. Tu vois, c'est quand même une donne qui est très différente. Donc moi je pense qu'il faut attendre, qu'il faut prendre son temps. Effectivement, comme tu l'as dit, on a déjà vécu des feuilletons beaucoup plus pénibles. On parle quand même de la fin d'une aventure de 10 ans, même plus de 10 ans. Je crois que ça fait 11 ans qu'il a été drafté, Damien Lillard. Oui, puis on en a déjà parlé, toi et moi. Damien Lillard, il a toute sa famille à Portland. Mais oui, Il a un réseau incroyable à Portland. Ce sont des choses très personnelles et c'est excessivement compliqué. Alors, on peut continuer à dire, ouais, sportivement, bague ou pas bague, tout ça, tout ça. Ok, mais quand tes enfants ont grandi dans un endroit, quand ta famille se trouve dans un endroit, que tout le monde a bâti sa vie dans un endroit, que tous ces gens-là, bah, tu as des liens avec eux forcément très intimes,
c'est pas des décisions que tu prends à la légère. Et je Exactement. pense qu'il a cultivé l'espoir de voir Portland prendre une autre direction. Je pense que longtemps, il a eu cet espoir de voir Portland recruter recruter des stars et des gars capables de l'aider à être compétitif, tout du moins. C'est pas forcément le cas pour l'instant. C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Et en tout cas, moi, ma théorie, c'est qu'ils vont prendre leur temps. Rien n'est pressé dans ce dossier. De toute façon, Portland n'est pas pressé. Tout à fait. Tu vois, ils sont pas dans une année où ils se disent cette année, il faut absolument qu'on aille atteindre tel objectif. Voilà, tourner la page Lillard pour une franchise comme les Blazers, c'est pas anodin. Ce mec-là est le visage de la franchise depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Par contre, quitte à parler des Blazers, il faut quand même les féliciter parce que selon les informations de l'équipe, je crois, ils ont proposé un contrat garanti sur plusieurs saisons à Ryan Rupert, l'arrière français. Et ça fait plaisir. Merci et bravo. Carrément. On va suivre ça et voilà. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'avant de s'en prendre à Lillard et à Cronin et à tout ça, à tous ces gens-là, voilà. On n'a pas tous les éléments et il faut voir Voilà. il faut voir comment ça évolue. Tout Et ça. encore une fois, on peut pas nier l'importance qu'a un propriétaire dans ce genre de négociation et C'est dans la clair. façon dont une franchise se construit. Et tout à l'heure, on parlait de toutes ces équipes qui sortaient le chéquier. Voilà, clairement, Jody Allen, c'est pas sa came le basket. Alors que pour le coup, Paul Allen, lui, était un immense fan de basket. Il y a toute une époque au début fin des années 90, début 2000, où le gars il dépensait sans compter pour cette équipe. C'était d'ailleurs une équipe qui à l'époque arrêtait pas de cumuler les joueurs de premier plan pour essayer de remporter ce fameux titre qu'ils n'ont jamais réussi à avoir, mais bref, voilà. On parle de quoi? Des Lakers, de Chris Middleton. Tu veux parler de quoi pour terminer? Allez, plutôt les Bucks, quand même, les Bucks Plutôt les Bucks. Et plutôt les Bucks. on aura un dernier mot sur les Lakers vite fait quand même. Je vais te faire cette fleur parce que je t'aime bien. C'est sympa. Non, vas-y, les Bucks, ouais. Chris Les Bucks, Middleton, Brook Lopez. et ouais, c'est ça. Alors, Pas simple. pas simple. En fait, Chris Middleton, moi, il a fait une croix donc sur sa player option, c'est évident. Enfin, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il re-signe pas du côté de Milwaukee, mais moi, je vais regarder de près le contrat qu'il va signer parce que mine de rien, Middleton, il va avoir 32 ans. Il a mis beaucoup de temps à revenir de sa blessure la saison dernière. Et c'est vrai qu'un contrat trop important pourrait être un vrai handicap pour les Bucks à l'avenir. Et surtout, en fait, le timing serait très mauvais parce que Giannis, il a que 28 ans, en fait. Et donc, il a plusieurs très belles années devant lui. On peut même penser qu'il arrive là seulement dans ce que les Américains appellent un peu le prime, qui se situe autour des 28 ans. Et le souci, c'est que ces lieutenants, Middleton et Holiday, ont quelques années de plus, puisque comme on l'a dit, donc Middleton a 32, Drew a 33. Et c'est vrai que ces mecs-là, si tu les prolonges sur 3-4 ans, comme ça a pu être évoqué sur différents insiders, ça peut te bloquer à l'avenir. Voilà, moi, Middleton, je vais surveiller très près le contrat qu'il va signer. J'aurais du mal à comprendre que la franchise lui propose plus de, par exemple, 115 millions sur 4 ans, tu vois. Alors, ça peut paraître peu pour un joueur de son calibre quand on voit certains des contrats signés par des joueurs moins référencés que lui. Mais pour moi, si les Bucks veulent rester compétitifs dans les années à venir, c'est compliqué de lui donner plus quand on sait le contexte actuel avec ses perfs assez moyennes cette saison, son retour de blessure assez long et donc le nouvel accord collectif qu'on a évoqué. Et puis surtout, le deuxième élément, c'est que si tu arrives à le prolonger à moindre frais, ça va quand même beaucoup te faciliter la vie pour s'attaquer au cas Brook Lopez, parce que c'est évidemment l'autre dossier important de cette intersaison pour les Bucks, parce que Brook Lopez, aujourd'hui, il a un profil qui va intéresser beaucoup d'équipes. On sait par exemple que Houston est intéressé par son cas pour encadrer les jeunes. Tout à fait, ouais. Et on le qui serait comprend. prêt à lui offrir un contrat assez conséquent. Exactement, et on le comprend, parce que quand tu vois l'évolution que Brook Lopez a eue ces dernières années, c'est hallucinant. Il est devenu un joueur qui serait utile pour toutes les équipes. Donc voilà, ça va aussi beaucoup dépendre de lui, de ce qu'il veut. Est-ce qu'il est tenté d'aller chercher un dernier gros contrat, ou alors est-ce qu'il veut rester au sein d'une équipe compétitive et rêver encore du titre? C'est la question. À Milwaukee de lui trouver un compromis satisfaisant, mais ça va pas être facile. Et encore une fois, je pense qu'on touche après tu vois, quand tu parles de Giannis Antetokounmpo qui rentre dans son prime. Voilà Giannis Antetokounmpo qui gagne son titre en 2021 avec les Bucks, entouré de Chris Middleton, Brook Lopez, Drew Holiday. Forcément, ça crée des liens. Bah oui. Forcément, tu te dis, j'ai gagné avec ces gars-là, on peut le refaire, j'en suis persuadé.
Et je pense qu'après, l'art des négociations ça va être la capacité du front office à expliquer à Giannis Antetokounmpo pourquoi il est important de changer de cap, pourquoi tu vas ne pas re-signer tel ou tel joueur, quel est ton plan d'avenir, qui tu vas prendre derrière. Le problème étant, encore une fois, avec cette nouvelle convention collective, c'est que aujourd'hui, si tu laisses partir des joueurs, t'es quasiment bloqué pour faire venir qui que ce soit d'autre derrière. C'est-à-dire que tu peux difficilement vendre un plan d'avenir à ton meilleur joueur, à ton franchise player, parce que de toute façon, tu seras bloqué financièrement. Et que les joueurs qui sont dans ton équipe, tu as leur bird rights, leurs droits, des droits où tu peux les renouveler malgré le fait que tu dépasses le salary cap. Et donc voilà, tu te retrouves dans voilà, encore une fois, face à des choix qui peuvent être très difficiles. Ouais, Et après, jusqu'où tu paries sur le fait que Middleton, sa santé soit assez solide pour accompagner Antetokounmpo. Brook Lopez, il a été opéré du dos il y a 1 an de ça. Il est bien revenu, mais voilà, ça reste quand même dans une chose à prendre en considération. Jrue Holiday, pour l'instant, depuis qu'il est au Bucks, il a plutôt une bonne santé. Mais auparavant, c'était un joueur qui manquait beaucoup de matchs sur blessure. Voilà. Après, l'avantage, c'est que Chris Middleton a quand même donné un signe assez positif. Tu vois, en renonçant à cette année de contrat, tu comprends bien que l'idée, c'est quand même de renégocier à la baisse. Tout à fait. C'est très bien. Maintenant, il faut espérer que Jrue Holiday, l'été prochain, fera la même chose. Parce que Jrue Holiday, là, il a 33 ans. L'été prochain, il ira sur ses 35. Il lui restera une année à 38 millions. Bah non, mon gars, non. Si tu veux être ambitieux avec ta franchise, il va falloir renoncer à cette année et renégocier à la baisse, exactement comme Chris Middleton va le faire a priori. Ouais. Et c'est des décisions que tu peux difficilement prendre, je pense, sans l'accord de ton franchise player Ah, c'est sûr. par rapport à qui tu mets autour de lui et à quel point il se sent confortable avec les joueurs qui évoluent à ses côtés, quoi. Et là, ouais, typiquement, les Bucks, c'est pareil, tu vois. Il y a forcément une part irrationnelle qui rentre en considération. Tout à fait. Donc, au-delà des contrats, au-delà des montants, au-delà de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait, avec qui et comment, quoi. Bref. Les Lakers, alors. Est-ce que Bruce Brown va signer aux Lakers? Ça me ferait suer, ça. Je peux pas savoir. Ah bah oui, mais bon... En fait, ce qui se passe, c'est logique. Tu vois, l'intérêt sur des joueurs comme ça, c'est logique. Hein. Denver a été champion. Il a démontré à quel point il pouvait être très précieux pour plein d'équipes. C'est aussi ce qui était arrivé avec les Lakers quand ils ont gagné le titre, en fait. Ouais, tout à fait. Mais Bruce Brown, tout le monde se l'arrache, quoi. C'est oui. incroyable. Bref. Ouais. Les Lakers ont quand même beaucoup de décisions à prendre. C'est qui ça. Ils font venir potentiellement, qui prolonge ou pas. Austin Reeves, pour quel montant? Est-ce que c'est possible qu'Austin Reeves ne soit pas aux Lakers l'an prochain? La saison prochaine? J'ai pas l'impression. Moi, je pense que c'est... En fait, ça dépend qui va prendre la décision, en fait. Si Rob Pelinka a les mains libres, je pense que c'est pas totalement impossible qu'il n'accepte pas de matcher n'importe quelle offre. Maintenant, si LeBron dit je veux Austin Reeves, bon, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu toute la question. Écoute, je sais pas, il y a beaucoup de décisions très importantes effectivement à prendre. Là, on sait qu'ils ont lâché, enfin ils ont pas garanti le contrat de Mo Bamba, que Malik Beasley pareil, et ça c'était quand même un contrat qui était assez important, il me semble, Malik Beasley, parce que la team option a été à 16 millions. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. On sait qu'ils veulent garder Reeves, Hachimura et Vanderbilt. On sait qu'ils sont très intéressés par Bruce Brown. Il y a beaucoup de décisions qui vont devoir être prises, en espérant, encore une fois, que les décisions vont être prises par le front office et pas par LeBron James. Et surtout que LeBron, potentiellement, sera plus là dans 1 an. Ouais. Là, pour l'instant, Potentiellement, il sera avec son fils. Énormément d'insiders disent que le plus important pour James, c'est de jouer sa dernière saison avec son fils, quoi. Ah mais c'est sûr. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais lui-même l'a dit plusieurs fois. Hein. Voilà. Il était très très clair là-dessus. Donc les Lakers sont dans une position quand même sacrément pourrie, j'ai envie de dire, pour rester poli.
Ouais, en fait, Ça sent quand même pas bon, quoi. comment la question qui va se poser cet été, c'est est-ce qu'ils vont cet été faire des choix en fonction du moyen terme, donc en se projetant sur une équipe des Lakers sans LeBron, ou alors est-ce qu'ils vont se dire il nous reste un an de LeBron, c'est le all-in, on y va à fond et on prolonge Austin Reeves pour le proposer aux Sixers contre James Harden, tu vois. Ah, j'adore ta façon de penser. Pas moi. Ouais, c'est pareil, t'as le cas, comment il s'appelle? D'Angelo Russell aussi à régler. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le gardes pas? Là encore, c'est-à-dire que demain, il va falloir vendre. Rob Pelinka va devoir vendre à Jenny Buss le fait de sortir potentiellement des sommes absolument astronomiques pour garder un minimum de cohésion dans cette équipe, quoi. Oui, mais enfin, tu vois, tu n'acceptes pas de sortir une somme astronomique pour D'Angelo Russell, par contre, hein, ça ferait tâche, quoi. Ce serait gênant un peu. Non, mais bon, ouais. À voir. D'Angelo, pour moi, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer aux Lakers la saison prochaine. Et le seul truc, encore une fois, c'est que tu peux. Enfin, je crois que D'Angelo est concerné aussi par ça. Tiens, j'ai pas regardé, tiens, son contrat. Mais il me semble que c'est plus simple pour eux de le re-signer que de faire un sign and trade. Enfin, je crois que c'est très compliqué cette histoire de D'Angelo Russell. Ah oui. Alors que pour le coup, le cas Austin Reeves est beaucoup plus facile parce qu'Austin Reeves est sous le coup là, tu sais, c'est la Gilbert Arenas exception, je crois. Enfin, c'est Oui. donc bon, c'est dans tous les cas, ça ne coûtera pas Arenas Provision. Voilà, c'est ça. Ça ne coûtera pas si cher que ça aux Lakers, du moins sur les 2 premières saisons, il me semble. Enfin, c'est vraiment des spécificités qui sont terribles, tout ça. Ouais. C'est compliqué. L'équipe dont je vous parlerai pas, c'est les Raptors. J'avais noté ça dans les Raptors. Mais je pense que les Raptors, c'est une équipe qu'il faut suivre dans cette free agency. Pourquoi? Parce que il y a Fred VanVleet qui est sur le départ. Siakam a dit qu'il voulait pas bouger parce qu'il veut toucher le pognon. Mais faut voir comment les Raptors imaginent leur avenir avec lui aussi. Est-ce qu'ils sont surtout enclins à vouloir lui offrir l'extension absolument incroyable qu'il sera en droit d'exiger à la fin de la saison prochaine? Il y a OG Anunoby qui est le mec dont on entend parler. C'est le nouveau John Collins, OG Anunoby. Que John Collins est parti au Jazz. Enfin. Anunoby est quand même, enfin, John Collins, tout le monde en parlait comme un candidat au départ chaque année, mais il y avait quand même assez peu d'offres, alors que Anunoby, c'est le contraire. Visiblement, il y a quand même pas mal d'offres. Ah, mais non, mais je parle du fait que Anunoby, c'est le nom qui tourne en boucle sur le marché. Qui n'arrête pas de tourner dans tous les transferts, dans tous les tiens, tel club a sondé Toronto pour avoir Joji Anunoby. Bah ouais, mais c'est normal. Enfin, tu vois, il a un contrat qui est intéressant et il a un profil qui est parfait, quoi. Et complètement, c'est même, on va dire, le prototype absolument parfait pour n'importe. Le gars ressemble à la pièce manquante d'une équipe qui joue le titre, tu vois. Exactement, tout à fait. Tu te dis, ah, ce gars-là en 3e, 4e joueur de ton effectif, c'est solide. T'as l'impression que c'est le gars qui va te transporter au titre, quoi. Ouais, sachant que vraiment, tu vois, quand tu vois combien touchent les 3e options, bah, par exemple, on parlait de Tobias Harris tout à l'heure. Ouais. Tu vois, je préfère largement avoir le contrat d'OG Anunoby dans mon équipe que celui de Tobias Harris. Oh, ça va être génial, Charlie, on va se régaler. Ouais, cet été va être fou. On va se régaler, je vais te bombarder de messages tous les jours. Je vais être un enfer pour toi pendant jusqu'au prochain podcast. Ça se trouve, tu voudras même plus me parler vendredi prochain. Écoute, on trouvera bien un terrain d'arrangement. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Merci à toi, c'était un plaisir. Yes. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, la promesse, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison. Avant les vacances d'été, j'espère que vous aussi, après, vous allez un peu décrocher. Il y a un moment, il faut se rafraîchir un peu les esprits, penser à autre chose. Voilà, moi, j'ai pas le choix, je dois partir la semaine prochaine. Il y a un enfant dont il faut s'occuper avec joie, donc voilà. Il va aller jouer au casino à Houston avec James Harden, en fait. Exactement. Welcome to Miami. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, un nouveau numéro du podcast NBA Corner, pardon. Oh là là, je m'en mets les pinceaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
régalez-vous devant tous les transferts, ne perdez pas la tête, gardez la tête froide, et on en discute la semaine prochaine. À ciao, bye bye.